Je cède donc la parole à la présidente de la Société d'histoire du plateau et à la directrice du Centre de documentation, Huguette Loubert. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Au nom de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal, je vous souhaite la bienvenue à notre première conférence de la saison et merci de nous suivre. C'est aussi la 40e conférence présentée par la Société d'histoire du plateau Mont-Royal depuis l'inauguration de son centre de documentation d'archives il y a 10 ans. Elle sera suivie de 3 autres conférences, dont la prochaine sera présentée par Justin Bure sur Coteau-Saint-Louis, qui célèbre cette année son 175e anniversaire de fondation. Coteau-Saint-Louis a été le premier village à se développer sur le vaste territoire du plateau Mont-Royal, qui était encore à l'époque en terre agricole. Notez que les prochaines conférences auront lieu en salle à la Maison de la Culture et seront disponibles en ligne quelques semaines plus tard. Surveillez bien nos annonces. Je vous invite à visiter aussi notre site en ligne qui vous permet des heures de découverte à travers des pages et des pages d'anciens bulletins, de conférences en différé, de blogs, d'expositions virtuelles, de cartes postales anciennes, etc. Et vous pouvez, tant qu'à être sur les pages, vous pouvez aussi en profiter pour devenir membre, ce qui vous permettra de recevoir notre bulletin trimestriel, toujours passionnant, et ainsi que nos communications. Passons maintenant à la conférence de ce soir. Robertine Barry, première journaliste canadienne-française, un personnage qui sort des sentiers battus par les femmes de son époque. Elle hante encore les rues du plateau qu'elle a arpentées pendant des décennies. Elle est si importante à nos yeux que, contrairement à notre habitude de ne pas répéter les conférences, nous avons invité Sergine Desjardins à revenir nous en parler. Sergine a fait une longue recherche pour traquer les moindres détails de la vie de cette femme dont on connaissait très peu jusque-là. Pour vous qui allez la connaître, vous allez découvrir une femme exceptionnelle. Et pour vous qui la connaissez un peu ou beaucoup, vous allez quand même découvrir de nouveaux faits car Sergine continue encore de trouver des nouvelles informations sur Robertine. Les livres de Sergine Desjardins sont tous sur fond historique. Elle adore faire revivre ses héroïnes dans les décors d'antan, que l'on pense entre autres à Marie-Major, inspirée par son ancêtre, et qui a été traduit dans plusieurs langues et couronnée du prix littéraire international indépendant Marguerite Yourcenar. Le diptyque Isa, sur fond d'épidémie de lèpre au Nouveau-Brunswick au siècle dernier, ce que la plupart des gens ignorent, le viol d'une jeune femme en France au XVIIe siècle ou son dernier livre se déroulant au cours de la Deuxième Grande Guerre mondiale. Elle est d'une grande rigueur historique et ses livres sont de véritables voyages dans le temps. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de vous présenter notre conférencière de ce soir, Sergine Desjardins. Merci beaucoup, Huguette. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus m'entendre ce soir. Alors, je suis vraiment très heureuse de vous parler de Robertine Barry, qui est une femme exceptionnelle, qui mérite vraiment de retrouver sa juste place dans notre mémoire collective. Alors, comme l'a dit Huguette, Robertine Barry est la première femme journaliste canadienne-française. En plus d'être une grande journaliste, elle a été aussi écrivaine et a fondé son propre journal. On l'a comparé à George Sand et à Balzac à cause de la qualité de son écriture. Mais avant de vous parler de ses réalisations, je vais d'abord vous parler de ses origines et de sa jeunesse. Alors, ici, on a une photo de Robertine Barry. On a une photo de son père, John Barry, qui était originaire d'Irlande. Il a immigré au Canada entre 1847 et 1852. C'était à l'époque où des milliers d'Irlandais ont fui le pays à cause de la Grande Famine. Alors, ici, on a une photo de Gros-Île. Plusieurs Irlandais ont dû transiter par la station de quarantaine de Gros-Île. Et puis, il y a le nom de quelques Barry qui figurent sur la liste de ceux qui sont morts du choléra sur cette île lorsqu'ils sont arrivés à Gros-Île. Alors, peu de temps après son arrivée au Canada, John Barry s'est installé à l'île Verte. Il est devenu le bras droit de William Price, c'est l'un des marchands de bois le plus prospère de l'époque. Alors, si on a une photo d'Aglaé Rouleau,
c'est sa femme, qui est une jeune fille de l'île verte. Elle avait 20 ans et lui en avait 36, mais ils se sont épousés quand même parce qu'ils partageaient l'amour des arts, surtout de la littérature et de la musique. Alors, ils ont déménagé aux Escoumins, où John a dirigé la plus importante scierie de la Côte-Nord. Alors, ça, c'est la... Oups, ça a passé. Bon, en tout cas. Ici, on a une photo du manoir Rouleau où est née Robertine le 26 février 1863 par un jour de grande tempête. À chaque accouchement, la mère de Robertine venait accoucher auprès de sa mère. Alors, c'est la raison pour laquelle Robertine est née à l'île Verte plutôt qu'à les Escoumins. Alors, après l'accouchement, ils sont retournés aux Escoumins. Puis, lorsque John Barry a pris sa retraite, toute la famille a déménagé de nouveau sur la côte sud, puis ils sont déménagés à Trois-Pistoles où Robertine, qu'on peut voir ici en haut à droite, Robertine et ses sœurs étaient semi-pensionnaires au couvent de Trois-Pistoles. Ensuite, Robertine a étudié chez les Ursulines à Québec. Ça ici, moi, c'est ça. Robertine a étudié chez les Ursulines à Québec. Une fois ses études terminées, elle est revenue à Trois-Pistoles. Ce qu'elle rêvait, Robertine, depuis l'enfance, c'était d'écrire, mais ça s'est précisé lorsqu'elle étudiait chez les Ursulines. Son rêve de devenir journaliste et écrivaine s'est précisé. Son modèle, c'était Maupassant, qu'elle admirait beaucoup. Pour bien mesurer à quel point Robertine était avant-gardiste et courageuse, il faut comprendre le contexte qui était très peu favorable au travail des femmes. Alors, je vais vous citer par exemple ce qu'on disait des bourgeoises qui travaillent. On disait d'une bourgeoise qui travaille qu'elle se déshonore et déshonore toute sa famille, que les bourgeoises qui travaillent ne sont pas mariables parce que leur travail offusque leur mari et les rabaisse aux yeux des autres, rabaisse le mari aux yeux des autres, qui les jugent incapables de faire vivre leur famille. Et on disait aussi que celles qui s'aventuraient sur la sphère publique, surtout dans des domaines jusque-là réservés aux hommes, étaient soit des femmes-hommes, soit des femmes de mauvaise vie. On disait que les vraies femmes n'ont aucune ambition parce qu'elles sont trop femmes pour en avoir, que les femmes n'étaient pas assez intelligentes pour exercer une profession et que s'il s'en trouvait qui le soit, elles devaient l'être suffisamment pour ne pas le montrer, que le travail intellectuel épuise les nerfs des femmes, les rend neurasthéniques de manière incurable. Bref, c'était vraiment pas facile pour les femmes de l'époque de se défaire du conditionnement dont elles étaient l'objet depuis l'enfance. Mais je dois dire cependant que Robertine a eu la chance d'avoir des parents qui ne semblaient pas très conformistes. Sa mère a tenu tête à des hommes d'église et ses parents aimaient beaucoup les artistes et les écrivains. D'ailleurs, John Barry a fait partie de ceux qui, à l'île Verte, ont fondé un institut littéraire dont le but était de s'instruire en discutant de sujets scientifiques et littéraires. Alors, malgré tous les préjugés qui circulaient à l'époque, Robertine rêvait vraiment de devenir journaliste. Elle savait quel type de journalisme elle voulait exercer. Elle ne voulait surtout pas être confinée aux pages féminines. Alors, elle a envoyé des articles à plusieurs éditeurs de journaux, des articles dans lesquels elle réclamait le droit à l'instruction pour les femmes. Alors, un seul éditeur, elle l'a envoyé à plusieurs éditeurs, elle a envoyé ça à plusieurs éditeurs. Alors, un seul lui a répondu, il lui a dit « J'accepte de vous publier, mais à la condition que vous ne signez pas vos articles. » Alors, frondeuse, Robertine lui a répondu « Pas question. Ce que j'écris, je le signe, ne serait-ce qu'avec un pseudonyme féminin. » Alors, elle était prête à prendre un pseudonyme pour protéger l'honneur de sa famille, parce que ça pouvait déshonorer sa famille qu'elle soit journaliste, mais il n'était pas question pour elle de se cacher derrière un nom d'homme. Alors, il n'y a aucun autre éditeur qui lui a répondu de façon positive, alors puisque les portes du journalisme lui semblaient fermées, Robertine a projeté d'écrire un livre avec sa sœur Évelyne.
Alors, on voit ici Évelyne. Leur mère disait que Robertine et Évelyne étaient aussi attachées l'une que l'autre que ses deux autres filles, les jumelles Hilda et Caroline. Puis, l'idée d'écrire un livre aussi, c'était assez aventureux parce qu'au Québec, les modèles d'écrivaines à l'époque étaient très rares. Il y avait la poétesse Anne-Marie Duval, la romancière Adèle Bibeau, ainsi que Laure Conant, qui était une amie de Robertine. On a une photo de Laure Conant ici, qui est un peu embrouillée. Alors, Laure Conant était gênée d'écrire et s'en excusait. Dans une lettre que j'ai trouvée dans les archives, elle a écrit que sa manie d'écrire est un peu, elle a écrit: ma manie d'écrire est un peu ridicule, mais ce qui me donne le courage de m'exposer au ridicule est le besoin de gagner ma vie. Ce qui était loin d'être évident à l'époque parce qu'il était vraiment impensable de vivre de sa plume parce que, premièrement, le taux d'analphabétisme était très élevé au Québec. Et puis, ceux qui lisaient préféraient les auteurs français, puis se vantaient même de ne jamais lire un livre écrit par un Canadien français. Alors, puis il y avait aussi le clergé qui faisait la guerre aux livres. Il y avait plusieurs curés qui répétaient que les bons livres donnent le goût de lire les mauvais et qu'il valait donc mieux s'abstenir de lire. Alors, en ce temps-là, au Canada français, on n'aimait guère les écrivains, les femmes écrivaines, c'est-à-dire on les taxait de bas bleus, c'est-à-dire des femmes pédantes qui ont des prétentions littéraires. On disait aussi qu'elles étaient neurasthéniques, des femmes orgueilleuses, des femmes hommes. Puis, on répétait aussi que les femmes écrivaines faisaient passer leur goût du cancan pour de la littérature. Bref, on croyait que la créativité était vraiment l'apanage des hommes. Même les esprits qu'on disait libres et progressistes avaient des préjugés envers les femmes écrivaines. Comme l'a écrit Arthur Buy dans l'une de ses chroniques, les écrivaines étaient des femmes qui auraient pu plaire si elles avaient consenti à être moins hommes. Ça, Arthur Buy était réputé pour être un esprit libre. Alors, on imagine que si lui pensait ça, on peut imaginer ce que les autres pensaient. Malgré tout cela, Robertine était vraiment déterminée à devenir une écrivaine, mais certaines circonstances ont mis un frein à son rêve. Il y a eu d'abord sa sœur Évelyne qui a décidé de prendre le voile plutôt que la plume. Ensuite, elle a rompu ses fiançailles avec un mystérieux MB. J'ai cherché à trouver qui était cet homme dont elle parle dans son journal intime. Elle mentionne seulement les initiales MB, puis personne n'a jamais trouvé de qui il s'agit. Puis en plus, bon, sa peine d'amour, le départ d'Éveline pour le couvent, puis l'abandon du livre qu'elles avaient commencé ensemble, puis les tentatives pour exercer le métier de journaliste qui n'avaient pas abouti, tout ça, ça a plongé Robertine dans la dépression. Alors, ses parents lui ont suggéré de s'en aller au couvent d'Halifax parce qu'ils espéraient peut-être que Robertine ait la vocation comme sa sœur Évelyne. C'était chez les religieuses de Rockingham à Halifax. Robertine a beaucoup aimé cet endroit, premièrement parce qu'on y jouait beaucoup de la musique, puis Robertine était une très bonne musicienne, et aussi parce que les enfants rebelles, comme elle-même l'avait été durant l'enfance, étaient mieux traités dans ce couvent-là qu'ailleurs. C'est-à-dire que dans d'autres endroits, on cherchait à briser leur caractère avec des méthodes dures, ce qu'on ne faisait pas au couvent d'Halifax. Mais au bout de quelques mois, Robertine était convaincue qu'elle n'avait vraiment pas la vocation. Alors, elle a décidé de revenir chez elle à Trois-Pistoles. Puis, le désir d'être journaliste était toujours très vivace chez elle. Alors, elle a tenté de nouveau sa chance, puis elle a envoyé encore des articles à des éditeurs. Encore une fois, plusieurs ont refusé, ou pire encore, n'ont même pas répondu. Elle a attendu 7 ans avant que l'un d'eux accepte enfin de la publier. Puis cet homme, c'est Honoré Beaugrand, qui était l'éditeur de La Patrie. Robertine avait énormément d'admiration pour Honoré Beaugrand parce qu'il avait un esprit indépendant. C'était un homme qui était très impopulaire aussi qui avait été très impopulaire lorsqu'il avait été maire de Montréal.
Cette impopularité, il la devait en partie au fait qu'il avait osé, lors d'une épidémie de variole, imposer la vaccination à la population francophone qui s'y opposait farouchement. Il y a eu des manifestations dans les rues. Il y en a qui se sont attaqués aux poteaux de téléphone parce qu'ils disaient que la variole était causée par les poteaux de téléphone, les fils électriques. Alors, on peut faire l'analogie avec certaines choses qui se passent actuellement. Alors, Beaugrand était impopulaire aussi parce qu'il souscrivait à d'autres causes haïes par la majorité. Entre autres, il était pour l'enseignement universel et laïque. Il était contre l'intervention des prêtres en politique. Puis, Robertine a partagé totalement ses idées, puis elle l'a mentionné à quelques reprises dans ses chroniques du lundi. Alors ici, on a une photo des locaux de la Patrie qui a été fondée par Honoré Beaugrand. Robertine y a publié son premier article en 1891. Puis, dès son premier article, publié en première page de la Patrie, elle y parle avec autorité de l'éducation des filles. Puis, elle ose parler aussi de laïciser l'éducation, ce qui était très mal vu à l'époque, c'était interprété comme un rejet de la religion. Alors, suite à l'article du premier article de Robertine, Honoré Beaugrand a reçu de nombreuses lettres de lecteurs qui lui parlent des articles signés Françoise, parce que le pseudonyme de Robertine, c'était Françoise. Au début, on ne croyait pas du tout que c'était une femme qui avait signé les articles. Ça, c'est drôle parce qu'on peut voir qu'il y en a qui ont écrit quel viril écrivain se cache derrière ce pseudonyme. D'autres ont affirmé sans l'ombre d'un doute, puis je les cite, que cette solidité de pensée, ce rare esprit d'observation ne peuvent pas être des qualités féminines. C'était trop sensé, trop rationnel, ça contrastait trop avec l'émotivité féminine. D'autres lecteurs ont été scandalisés aussi parce qu'elles revendiquaient que les femmes aient le droit de s'instruire. Il faut savoir, il faut se remettre vraiment dans le contexte de l'époque, pour savoir que l'antiféminisme au 19e siècle était d'une férocité qu'on a peine à imaginer de nos jours. Comme on a un exemple en 1893, lorsque le Conseil des femmes de Montréal a tenu son assemblée de fondation, les journalistes ont parlé de puis je les cite, de ces horribles réunions de femmes modernes, de familles détruites, d'enfants laissés à eux-mêmes. On craignait que les femmes sortent de leur torpeur. Puis là, je les cite encore, ils disaient qu'on craignait que les femmes sortent de leur torpeur. Alors, qu'importe, Robertine ne s'est pas laissée intimider par les nombreuses lettres reçues au journal de La Patrie. Elle-même, elle a répondu, je la cite, « Il paraît que j'ai gratté là où ça démange. Tant mieux. » Alors, elle ne voulait pas se laisser intimider du tout. Puis alors, Honoré Beaugrand, lui, il était séduit par le talent et l'audace de Robertine. Alors, il a décidé en septembre 1891 de l'engager à temps plein au journal La Patrie. Puis, durant la même période, le père de Robertine est décédé. Alors, toute la famille Barry est déménagée à Montréal. Puis, Robertine, elle vivait avec sa mère, ses frères, ses sœurs, parce qu'ils étaient 13 dans la famille. Puis, il vivait aussi avec Cécile, la bonne qui était à leur service depuis très longtemps. Alors, Robertine, c'est une période très heureuse pour elle. Elle se rendait chaque jour à La Patrie. Elle a été la première femme journaliste canadienne-française rémunérée à faire partie d'une équipe de rédaction. Alors, elle traduisait des dépêches, elle corrigeait des épreuves, elle rédigeait des faits divers, puis elle signait sa chronique qui était publiée en première page du journal La Patrie. Dans les chroniques, on l'appelait les chroniques du lundi, elle parle de toutes sortes de sujets, entre autres de la condition féminine, de politique et de sujets d'actualité. Alors, en 2006 et 2010, lorsque je faisais ma recherche pour écrire sa biographie, j'ai constaté que beaucoup d'historiens et d'historiennes mentionnaient que Robertine n'avait écrit que dans les pages féminines. Alors, peut-être qu'ils ont présumé que c'était le cas parce que les journalistes qui ont succédé à Robertine ont effectivement écrit dans les pages féminines. Mais ce n'est pas le cas du tout de Robertine parce qu'au début de son travail, sa chronique était pendant plusieurs années, pendant 6 ans, sa chronique était publiée en première page du journal La Patrie. Elle a été la première page à oser réclamer publiquement que les femmes aient les mêmes droits que les hommes.
incluant le droit de vote, le droit d'étudier dans les universités et d'exercer les mêmes professions que les hommes. Elle a revendiqué plus de justice sociale, une éducation laïque accessible pour tout le monde, la création d'un ministère de l'Éducation, l'ouverture de bibliothèques publiques. Elle osa même qualifier d'insipides les bibliothèques paroissiales. Elle fut la première femme à contester ouvertement la trop grande ingérence du clergé, tant au niveau politique que privé. Elle ne cachait pas sa colère d'avoir entendu à l'Église des curés menacer des feux de l'enfer ceux qui votaient libéral et menacer des feux de l'enfer aussi les femmes qui n'enfantaient pas assez souvent. Alors, contrairement à ce que l'on répète encore aujourd'hui, elle a osé parler de politique dans ses articles, même si elle a dit que c'était jugé scandaleux pour une femme de le faire. Elle le faisait quand même. Alors, c'était une femme de conviction, mais aussi une femme de cœur qui a défendu plusieurs causes. Elle a toujours pris parti pour les plus démunis, les plus ostracisés de la société, les personnes atteintes de maladies mentales, les prostituées, les filles tombées, les vieux, les pauvres, les femmes battues et les enfants qu'on exploitait dans les usines. Alors, ces idées en choquaient beaucoup, en choquaient de plus en plus. Il y avait plusieurs lecteurs mécontents qui écrivaient à la patrie pour signifier leur mécontentement. Certains ont commencé à l'appeler monsieur parce qu'on considérait que ce n'était pas une vraie femme. Mais on lui a écrit aussi qu'avec ses idées féministes, elle allait changer les femmes en hommes. On lui a même écrit qu'elle déraillait totalement, qu'elle était folle. Bref, on l'insultait souvent. Et puis, à la Saint-Valentin, on lui envoyait des Valentins satiriques. On a une illustration ici qui les représente. Alors, c'est une femme à barbe. Puis, la légende qui accompagnait l'illustration, c'était « Gardez la place que la Providence vous a confiée ». Mais il y avait non seulement les idées de Robertine qui scandalisaient, mais sa vie aussi. Alors, c'était une femme qui voyageait beaucoup, qui voyageait seule, ce qui était autant en Europe qu'au Canada, ce qui était très mal vu à l'époque. Elle marchait seule dans les rues le soir sans escorte. Puis, elle allait partout faire ses reportages. Par exemple, elle est descendue dans une mine afin de décrire le travail des mineurs. Et puis, elle a visité la léproserie de Tracadie. D'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai écrit un roman inspiré de l'épidémie de lèpre au Nouveau-Brunswick. C'est grâce à elle que j'ai découvert ce fait historique dans une lettre qu'elle avait écrite à Marie-Jarret-Lajoie que j'ai trouvée dans les archives. Puis, Robertine avait un tel talent d'écrivaine qu'en lisant ses chroniques, on peut imaginer, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut imaginer ce qu'était la vie à Montréal au 19e siècle. On assiste, par exemple, un peu comme si on y était à l'arrivée des premiers tramways électriques. Et puis, Robertine, elle nous montre aussi les enfants qu'elle rencontrait tôt le matin dans les rues quand ils s'en allaient à l'usine. Elle nous parle de la diseuse de Bonaventure qu'elle consulte. Elle s'insurgeait aussi contre les cochers qui maltraitaient les chevaux. Alors, Robertine se promenait à bicyclette dans les rues de Montréal. Puis il faut savoir que ce n'était pas jugé convenable du tout à l'époque pour une bourgeoise de se promener à bicyclette. Il y avait peu de femmes qui osaient le faire d'ailleurs. Robertine, dans ses chroniques, encourageait les femmes à l'imiter. Il faut savoir que la bicyclette était le symbole de la liberté des femmes. Ce n'est pas un hasard si, en lisant sur l'histoire des femmes, j'ai découvert que ce sont des effigies de femmes à bicyclette qui ont été brûlées par des étudiants de l'université de Cambridge qui s'opposaient à ce que les femmes puissent suivre des cours à l'université. Alors, Robertine encourageait les femmes à se promener à bicyclette. Elle les encourageait aussi à faire de l'exercice, même malgré tout le mal qu'on disait des femmes qui faisaient de l'exercice. On disait qu'elles étaient laides dans l'effort, qu'elles n'étaient pas féminines, puis qu'elles risquaient de devenir stériles. Elle a écrit aussi dans quelques-unes de ses chroniques que l'été à Montréal, l'air était irrespirable. Alors, elle profitait de ses vacances pour aller à Kakuna, qui était la station balnéaire la plus réputée à l'époque.
Alors, ça, c'est la réputation de la station balnéaire de Kakuna est due à un médecin qui avait écrit que sa femme avait guéri miraculeusement en allant à la station balnéaire de Kakuna. Alors, beaucoup de malades affluaient à Kakuna, mais on ne venait pas seulement à Kakuna pour se refaire une santé, parce qu'on venait profiter de l'air pur et des vastes horizons du fleuve. Il y avait des bains de mer, il y avait des bals, des pique-niques, des jeux de cricket, des courses de chevaux. Puis, il y avait des parties de golf aussi dont le terrain était entretenu par des moutons. C'était l'ancêtre des tondeuses, puis c'était plus écologique entre nous. Alors, Robertine aimait beaucoup l'animation joyeuse qui régnait sur la rue principale. La musique qui était omniprésente à Kakuna l'enchantait. Et puis, on le voit ici sur l'illustration, pudeur oblige, les femmes se baignaient en robe longue. Et puis, on peut voir aussi des photos d'époque où il y a des hommes qui, avec leur chapeau haute forme, leur chemise blanche, puis qui montaient dans des barques avec des enfants endimanchés comme s'ils s'en allaient à une soirée de gala. Les hommes qui auraient eu l'audace à Kakuna de se montrer en culotte courte, là, se seraient fait vertement réprimander. Là-dessus, les catholiques, les anglicans et les presbytériens qui étaient à Kakuna étaient d'accord. Alors, on voit ici les hommes dont je viens de parler. Et puis, à Kakuna, il y avait aussi Émilie Nelligan, Émilie Hudon Nelligan, et elle et Robertine sont devenues de très grandes amies. Elles partageaient entre autres l'amour de la musique. D'ailleurs, avant son mariage avec l'Irlandais David Nelligan, Émilie Hudon habitait à Rimouski, où on l'appelait la belle musicienne. Alors, Émilie et Robertine, comme je l'ai dit, étaient de très grandes amies. D'ailleurs, après l'internement de son fils Émile Nelligan, Émilie est venue habiter au-dessus de l'appartement des Barry à Montréal, puis Robertine l'a aidé beaucoup à surmonter sa détresse. Les vacances de Robertine ne duraient jamais longtemps à Kakuna parce qu'elle était très occupée. On parlait d'elle de plus en plus dans plusieurs journaux. On a écrit qu'elle était la femme la plus remarquable au Canada français. Dans la Revue d'Europe, on soulignait ses qualités d'écrivaine et son audace. Elle qui avait mis tant d'années à percer dans ce milieu était désormais fort sollicitée. Elle a collaboré à une dizaine de journaux et revues et a trouvé même le temps d'écrire un recueil de nouvelles. Son recueil de nouvelles a été lancé au château Ramsay à Montréal, qu'on voit ici. Et puis, après la publication, les critiques ont été dithyrambiques, on l'a comparé à Sand puis à Balzac. Il y a eu une seule, dans ce concert de louanges, il y a eu une seule voix discordante, c'est celle de Jules Tardivelle, l'éditeur du journal La Vérité, qui était un ultramontain. Alors, il lui a reproché, il a publié dans les journaux, il lui a reproché d'avoir évacué l'aspect religieux de son recueil de nouvelles. Puis, il s'est même mêlé de la vie privée de Robertine. Il parlait de ses mauvaises fréquentations. Il faisait référence aux francs-maçons qui, certains d'entre eux, travaillaient à la patrie, puis qu'elle fréquentait. Il disait que c'était des suppôts de Satan. Là, il y a eu une polémique qui s'en est suivie. Il y a eu Louis Fréchette puis Joséphine Marchand d'Endurant, qui étaient des amis de Robertine, qui l'ont défendu. Alors, malgré la polémique, la popularité de Robertine continuait de grandir. On l'a sollicité aussi pour donner des conférences qui la terrorisaient. C'est un peu normal pour bien des femmes de l'époque, prendre la parole en public, c'était une très grande épreuve. Il faut savoir que la chose n'était pas bien vue parce qu'on disait que ça allait à l'encontre de la nature pudique des femmes. Alors, vous m'excuserez ce soir de ne pas être pudique en donnant cette conférence. Et puis, les femmes devaient demander la permission à leur mari et à leur curé avant de donner une conférence, ce que ne faisait pas Robertine. Elle n'était pas mariée, mais elle ne demandait pas la permission au curé. Alors, tous les jeudis, Robertine tenait salon
On y parlait de littérature, de découvertes scientifiques et de féminisme. Certains ont donné de Robertine l'image d'une bourgeoise hautaine, guindée et très préoccupée des convenances. Moi, ce n'est pas du tout l'image que j'ai eue d'elle, d'autant plus qu'elle fréquentait les joyeux fêtards qui étaient les fondateurs de l'École littéraire de Montréal. On les appelait la bande des six éponges, qui venaient très souvent au ce qu'on appelait les beaux jeudis de Robertine, parce que elle tenait salon à tous les jeudis. Il considérait Robertine comme un mentor. C'est assez ironique quand on y pense, parce que l'école littéraire était fermée aux femmes. Alors, Émile Nelligan faisait partie de l'école littéraire et puis il venait souvent voir Robertine, pas seulement pendant les beaux jeudis. Alors, les membres de l'école littéraire, puis plusieurs Montréalais croyaient qu'il y avait beaucoup plus que de l'amitié entre Robertine et Émile Nelligan, parce qu'on les voyait souvent dans les rues de Montréal ensemble, au théâtre, on les voyait très souvent ensemble. Et puis, il y a le biographe de Nelligan, Paul Wigzinski, qui a mentionné que Robertine était devenue aux yeux de Nelligan, puis je cite Wigzinski, qu'elle était devenue l'espoir de son cœur et que le jeune poète croyait pouvoir vivre une idylle avec elle. Le fait que Robertine soit plus âgée, elle avait 36 ans et lui en avait 19, n'était pas un obstacle aux yeux de Nelligan parce qu'il savait que beaucoup de poètes s'étaient amourachés de femmes plus âgées. Combien je vous dis? Hop, on n'est pas censé entendre ça. Alors, j'ai essayé d'en savoir plus sur la relation de Robertine et de Nelligan. Et puis, j'ai retracé des personnes qui étaient parentes de Robertine. Je les ai questionnées à ce sujet-là. Puis, j'ai été en contact avec une madame Dugal, qui était une descendante, qui était la petite fille de la sœur de Robertine. Madame Dugal avait étudié à l'université en littérature et puis elle suivait des cours avec Paul Wigzinski. Alors, M. Wigzinski avait mentionné durant son cours qu'il y avait eu une idylle entre Robertine et Nelligan. Alors, Mme Dugal, quand elle est arrivée à la maison, elle a questionné sa grand-mère, qui était la sœur de Robertine, et puis elle lui a demandé est-ce que c'est vrai qu'il y a eu une idylle entre Robertine et Nelligan. Et puis, la sœur de Robertine, elle a pris sa canne, puis elle était fâchée. Elle lui a dit « Je ne veux plus jamais que tu parles de ça ». Elle est montée à sa chambre et puis elle a détruit des lettres que s'étaient échangées Nelligan et Robertine. Alors moi, quand j'ai appris ça, j'avoue que j'en ai pleuré parce que je faisais tellement de recherches pour trouver beaucoup d'informations sur Robertine. Je trouvais ça vraiment dommage que cette lettre-là ait été détruite. Bref, on ne peut pas affirmer qu'il y a eu une histoire d'amour entre les deux véritablement. Dans la biographie que j'ai écrite, je mentionne tout ce que je sais à ce sujet-là, mais je ne peux pas arriver à une réponse très claire. Il y a une chanson qu'on a failli entendre tout à l'heure. Le titre de la chanson, c'est L'indifférence. Si vous avez l'occasion de l'écouter sur YouTube, c'est interprété par René Claude, c'est composé par André Gagnon et puis ça s'appelle L'indifférence, une chanson qui est magnifique. André Gagnon s'est inspiré de la relation entre Robertine et Nelligan pour écrire cette chanson. Alors c'est une chanson qui est magnifique. Puis André Gagnon disait que c'est la chanson dont on lui a le plus parlé. Et les gens sur la rue l'arrêtaient pour lui parler de cette chanson-là. Puis moi, quand je la fais entendre parfois dans mes conférences, les gens sont très touchés. C'est une chanson qui est très touchante. Ça s'appelle L'indifférence. C'est interprété par René Claude. Alors, toujours dans la ligne en suivant pour les amours de Robertine, je sais qu'un juge aussi était amoureux de Robertine, mais je n'en sais pas plus sur le sujet. J'ai dit tout ce que je savais dans la biographie. Une chose est certaine, cependant, c'est que Robertine elle voulait rester résolument célibataire. Elle avait une très piètre opinion du mariage. Dans ses chroniques, elle en montre très souvent les aspects sombres qui étaient totalement opposés à l'idéologie dominante de l'époque. Quand on se moquait d'elle, d'ailleurs, on l'appelait la vieille fille. Quand on se moquait d'elle en l'appelant la vieille fille, elle disait, et je la cite, « J'aime mieux faire rire de moi parce que je suis vieille fille que de ne plus pouvoir rire du tout parce que je suis mariée. » Alors,
Dans plusieurs de ses articles, Robertine combattait les préjugés entourant les vieilles filles, entre guillemets. Puis les préjugés étaient très nombreux au 19e siècle concernant les femmes qui choisissaient d'être célibataires. Excusez-moi, je me suis étouffée avec ma salive, je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, on disait que les femmes célibataires étaient laides, détestables, grincheuses, égoïstes, libertines, malpropres. Des viragos à moustache. Une virago, c'est une femme d'allure masculine aux manières autoritaires. On disait que c'était des courtisanes, des tarées, des femmes superflues, des rebuts de la société, des déchets humains dont les jointures se soudent. Alors ça, il fallait y avoir pensé. Des hystériques, des femmes-hommes, voire des hommes. Puis dans le grand dictionnaire universel du 19e siècle de Pierre Larousse, c'était écrit que le célibat, et je cite le dictionnaire, est un symptôme explicite du dérangement du cerveau. Rien de moins. Alors, il fallait du courage pour vanter les joies du célibat à l'époque. Alors, en 1897, Honoré Beaugrand a vendu la patrie à Israël Tate. Alors, Robertine travaillait à la patrie depuis 6 ans. Elle a continué d'y travailler. Elle a continué de publier sa chronique du lundi en première page. Mais M. Tate lui a demandé d'avoir sa page féminine. C'est probablement là d'où découle l'erreur. Dont j'ai fait mention au début, souvent les historiennes ont retenu que des historiens et des historiennes ont retenu que la page féminine de Robertine en oubliant la chronique en première page et tout le travail à temps plein qu'elle exerçait à la patrie. Alors, dans cette page-là, Robertine a abordé différents sujets, les arts, l'hygiène, puis elle répondait aussi aux lettres des lecteurs. C'est elle qui a inauguré le premier courrier du cœur. Même les hommes qui constituaient 12% de son lectorat lui écrivaient pour lui demander conseil. Alors, l'amitié, c'était une chose très importante pour Robertine. Elle notait dans ses articles les succès de ses amis, comme l'écrivaine Laure Connan. Elle parlait d'Idola Saint-Jean qui jouait au théâtre. Elle parlait de la cantatrice Eva Leboutillier. C'est elle qui, grâce à ses contacts, a ouvert les portes du journaliste montréalais à Oliver Asselin, qui l'appelait d'ailleurs sa marraine littéraire. Alors ici, on a une photo de Henri Bourassa, parce que Robertine n'avait pas seulement des amis, elle avait aussi des ennemis. Un homme qui la détestait, entre autres, c'est Henri Bourassa, le fondateur du Devoir. Dans des lettres qu'il a écrites à Oliver Asselin, il racontait ses disputes avec Robertine. Il l'accusait d'ailleurs de tous les maux. Il disait qu'à cause de son féminisme, elle serait responsable de l'alcoolisme, des filles tombées, des enfants abandonnés ou négligés. Soit dit en passant, je l'ai dit, je pense, il a fondé le Devoir en 1910, le jour même, le 10 janvier, le jour même des funérailles de Robertine. Alors, de son côté, Robertine, elle ne l'aimait pas du tout non plus. Elle écrit dans ses articles qu'elle était déconcertée de voir des femmes applaudir Bourassa lorsque, dans ses conférences, il affirmait qu'on devait battre les femmes nouvelles. Les femmes nouvelles, c'était les femmes qui avaient des idées féministes comme Robertine. Alors, c'est ça, elle était déconcertée de voir que des femmes l'applaudissaient quand il disait ça. Alors, Robertine, dans ses chroniques, elle pourfendait les charlatans, elle dénonçait sans relâche ceux qui exploitaient leurs semblables lorsque la maladie ou celle de leurs proches les plaçait dans un état de grande vulnérabilité face aux promesses de guérison miraculeuse. Puis elle estimait qu'on devrait parler plus souvent des nouvelles découvertes scientifiques dans les journaux, mais en même temps, ça ne l'empêchait pas du tout de consulter des voyantes, des graphologues, des tireuses de cartes. Elle parlait avec ses amis de forces occultes, de télépathie, de phénomènes surnaturels. Dans la biographie que j'ai écrite, je mentionne d'ailleurs un médecin avec qui elle est amie, qui lui aussi parle de ces choses-là, puis j'en cite des extraits. Mais il faut savoir que c'était la mode à l'époque. Partout dans le monde, le spiritisme était vraiment à la mode. Aux États-Unis, il y avait plus d'1 millier de médiums.
qui suivaient les traces des sœurs Fox qu'on voit ici sur la photo, et puis qui étaient des voyantes célèbres. Puisque cela faisait partie de la mentalité ambiante, on en parlait ouvertement sans éprouver aucune gêne. Puis, j'ai même lu des articles dans La Patrie, je lisais des articles dans La Patrie qui relataient des histoires de fantômes, puis de maisons hantées, puis toutes sortes de phénomènes paranormaux, comme si c'était tout à fait légitime d'en parler dans le journal La Patrie. Alors, au tournant du siècle, Robertine ainsi que Joséphine Marchand d'Endurant ont été choisis pour représenter le Canada à l'Exposition universelle de 1900. Alors, ici, on a une photo de l'Exposition universelle à Paris. Et puis, Robertine était là. Donc, elle envoyait ses chroniques de Paris, ses chroniques qui continuaient d'être publiées quand même. Et elle a participé aussi au Congrès mondial des femmes, puis avec qui elle a créé des liens. Puis ces femmes-là travaillaient à l'avancement des femmes. Alors, Robertine était vraiment contente de partager ses idées avec elle. Quand elle est revenue de Paris, Robertine a souffert de la typhoïde. Elle a été transportée en ambulance à l'hôpital. Il faut savoir que la typhoïde tuait chaque année des centaines de personnes, puis elle a été hospitalisée pendant 2 mois. C'est quand même assez long. Alors, cet arrêt obligatoire l'a obligée à réfléchir à son avenir. Ça faisait un petit bout de temps qu'elle songeait à fonder son propre journal. Et puis, elle y songeait encore plus depuis qu'elle avait côtoyé à Paris toutes ces femmes qui étaient fières de diriger leur propre publication. Alors, une fois sa convalescence terminée, elle n'a pas perdu de temps. Elle a démissionné de La Patrie, elle a engagé une secrétaire, elle a trouvé un imprimeur, des collaborateurs, puis quelques mois plus tard, au printemps 1902, paraît le journal de Françoise. Alors, les esprits les plus progressistes de ce temps signaient des articles dans ce journal. Il y avait des Françaises, il y avait des Québécoises, il y avait des Québécois. Alors, ils étaient écrivains, critiques littéraires, juges, notaires, politiciens, médecins, infirmières, enseignantes. Elle a donné une grande place aux femmes. Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont eu la chance d'être publiées pour la première fois. L'une des sœurs de Robertine avait une page qui était destinée aux enfants. Alors, la variété des sujets du journal de Françoise plaisait beaucoup aux lecteurs. Comme je l'ai dit, on traitait de toutes sortes de sujets, d'actualité, de politique, de justice, de médecine, de cuisine, de littérature, de théâtre. Puis, on parlait de féminisme, bien entendu. Puis, le journal de Françoise a été aussi le porte-voix de toutes les bonnes causes. Il faut savoir que Robertine n'avait pas eu personne pour l'aider. Elle devait mener son affaire seule, sans aucun soutien financier. Alors, elle comptait seulement sur les publicités pour assurer la survie de son journal. Quelques années plus tard, avec un groupe de femmes anglophones et francophones, elle s'est rendue à l'Exposition universelle de Saint-Louis dans le Missouri. On la voit ici au centre, celle qui a un chapeau avec une grosse plume. C'est d'ailleurs peut-être l'une de ces raisons pourquoi on l'appelait la femme à la plume d'argent. Elle avait, paraît-il, des chapeaux avec des grandes plumes, puis elle écrivait avec une plume d'argent en plus. Alors, ce voyage a été pour elle l'occasion d'échanger avec d'autres femmes sur les obstacles que rencontraient les femmes journalistes. Puis, elles se sont soutenues. Elles ont fondé 2 associations, l'une francophone, l'autre anglophone. Robertine a été présidente de l'Association francophone des femmes journalistes et vice-présidente de l'Association anglophone des femmes journalistes. Alors, en tant que présidente, elle en a profité pour mettre sur pied une commission des droits d'auteur. Alors, à une époque où l'on se moquait de ceux qu'on appelait les pousseux de crayon, elle expliqua dans ses articles qu'écrire n'est pas si facile que certains le croient, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Et puis, je vais la citer, elle a écrit « Le temps est venu de reconnaître qu'écrire, c'est travailler et que c'est même un très dur labeur qui mérite d'être bien payé. » Alors, je suis tout à fait d'accord avec elle, vous comprendrez pourquoi. Alors, elle était révoltée aussi parce qu'on publiait dans les journaux des extraits de livres d'écrivains sans leur donner un seul sou.
Elle était révoltée du fait qu'on exploitait les écrivains. Elle a pris, par exemple, la défense de Laure Conant, qui avait été victime d'un éditeur qui avait publié l'œuvre de Laure Conant sous un autre titre, sans jamais lui donner un sou, sans jamais lui demander la permission. Elle affirmait aussi qu'écrire, ce n'est pas parler de soi, comme on a tendance à dire souvent actuellement. Pour certains écrivains, ça l'est, mais pour beaucoup, ça ne l'est pas. Elle disait, puis je suis d'accord avec elle là-dessus, il faut regarder, écouter et être empathique. S'oublier pour comprendre l'autre, entrer dans une histoire que l'on n'a pas vécue. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Elle a fait partie des personnes qui s'est impliquée dans différents comités de fondation, dont celui de l'École ménagère de Montréal. Elle a été membre fondatrice aussi du Collège d'instruction supérieure pour les filles. Et puis, elle a été membre fondatrice de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, qui est officiellement le premier mouvement féministe francophone. On voit sa photo en bas à gauche. Elle ne partageait pas du tout l'idéologie du féminisme chrétien de la Fédération, par contre. Elle comprenait que les autres membres devaient avoir l'aval de l'évêque pour fonder cette fédération, mais elle n'arrivait pas à se résoudre à se soumettre à l'Église dont elle critiquait beaucoup, puis souvent, la trop grande ingérence. Elle a refusé de signer la lettre que les autres membres fondatrices ont écrite à l'évêque et qu'elles ont terminé par ces mots « Vos enfants soumises ». Robertine n'a pas assisté non plus à la messe d'ouverture du premier congrès, durant laquelle le chanoine se disait heureux de constater que le féminisme de cette jeune fédération ne cherche pas à sortir les femmes de leur foyer, le seul endroit qui est le leur, et qu'elles n'ont que faire d'une égalité de droit pour laquelle elles ne sont pas faites. Égalité de droit que Robertine revendiquait depuis 15 ans. Alors, on comprend que ça ne faisait pas son affaire. La présidente de la fédération, Caroline Béhic, a dit dans son discours que le féminisme de droit, qui était celui de Robertine, fait des femmes des êtres déclassés ou avilis. Alors, durant le premier congrès, on a beaucoup parlé de religion dans la grande majorité des conférences. Robertine, elle, non seulement n'en a pas parlé, mais elle a insisté plutôt sur le rôle pédagogique que devaient jouer les journalistes. Elle a dit, pour le moment, les journaux sont la seule université des femmes. Elle parla aussi de science durant sa conférence. Pour mesurer son courage, il faut savoir que cette année-là, la même année, le pape avait exigé que des censeurs veillent à ce que l'orthodoxie catholique ne soit pas infectée par les connaissances scientifiques. C'est une photo de Monseigneur Bruchesi. Alors, durant le congrès, cet évêque a prononcé un long discours dans lequel il dit se réjouir de voir que les femmes de cette fédération veulent travailler sous la direction de l'Église et que ce ne sont pas elles qui vont parler d'émancipation. Alors, Robertine était tellement exaspérée qu'elle a lâché « basta » assez fort pour que l'évêque et les autres congressistes l'entendent. Alors, basta, c'était son patois préféré quand elle était sérieusement exaspérée. Alors, dans le journal de Françoise, elle s'est même opposée ouvertement à l'Église, écrivant clairement qu'elle différait d'opinion avec lui. Alors, on mesure mieux son courage quand on connaît le pouvoir de l'Église à l'époque et qu'on sait que Bruchesi surveillait de très près tout ce qui s'écrivait dans les journaux. Alors, je vais citer Jean de Bonneville, qui, dans son ouvrage sur la presse québécoise de cette époque, a écrit que tout au long de son épiscopat, l'évêque de Montréal insista avec assiduité sur la moralité des reportages. Mise en garde, reproche, les lettres de Bruchesi aux journaux constituent un exemple de la relation d'un évêque avec la presse. Alors, Bruchesi écrivait à des éditeurs de journaux afin qu'ils congédient tel ou tel journaliste. Il a même conseillé au curé de mentionner en chaire quels journaux ne devaient pas être lus. Bruchesi n'a jamais encouragé la lecture du journal de Françoise. Au contraire, il a même pris la peine d'écrire à Robertine afin de lui dire qu'il ne s'y abonnerait pas. Alors, Robertine, moqueuse, elle, dans
à partir de ce moment-là, elle multiplie, quand elle parlait de lui dans ses articles, elle multipliait les titres pour se moquer. Dans un même article, on retrouve plusieurs expressions telles que sa grandeur, sa grâce, ça ne finissait plus finalement. Là. Alors, ici, c'est une photo de Marie-Gérin-Lajoie. On peut trouver dans les archives des lettres que se sont échangées Bruchesi, Monseigneur Bruchesi, Marie-Gérin-Lajoie et Robertine. Alors, Marie-Gérin-Lajoie reprochait à Robertine de nuire à la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Robertine, elle, lui a répondu, puis elle l'a mis en garde. Elle lui a écrit « La soumission à l'Église nuira à la cause des femmes ». Puis la situation a empiré lors du deuxième congrès, parce que Robertine ne fait toujours pas mention dans sa conférence ni de la religion, ni de la foi, ni de la mission de bonne épouse et de bonne mère qu'on valorisait encore durant le congrès. Elle a plutôt parlé d'éducation laïque. Alors, à ce moment-là, Marie-Gérin-Lajoie et Bruchesi, Monseigneur Bruchesi se sont échangés beaucoup de lettres. Et puis, ils ont décidé d'un commun accord de ne pas publier la conférence de Robertine dans les actes du Congrès. Alors, ils lui ont reproché l'absence de notes catholiques dans le discours de Robertine. À la même époque, l'un des frères de Robertine est décédé. Alors, c'était une période très sombre pour Robertine parce que Robertine a dû fermer les portes de son journal parce que financièrement, elle n'était plus capable de supporter. C'est quand même un miracle presque qu'elle ait réussi à diriger ce journal pendant 7 ans. Elle avait épuisé toutes ses économies. On lui a offert le poste d'inspectrice des manufactures. On lui a offert parce qu'elle avait pris souvent le parti des travailleuses en dénonçant leurs conditions de travail. Et puis, elle pensait souvent à la fermeture de son journal comme étant un échec. Puis, elle était malheureuse aussi parce que son travail d'inspectrice ne lui permettait pas d'écrire le roman historique qu'elle rêvait d'écrire. Et puis, ensuite, elle a lu les chroniques de celle qui lui a succédé, qui avait le prénom Madeleine, le pseudonyme Madeleine, c'est-à-dire qui signait du pseudonyme Madeleine dans La Patrie. Puis Madeleine se défendait là-dedans d'être féministe. Ça a déçu énormément Robertine parce que Madeleine prêchait les bonnes lectures, la tempérance, le soutien aux œuvres de charité. Ça indiquait un retour en arrière sur ce que Robertine avait défendu. Alors, puis aussi le fait qu'elle s'était éloignée un peu de Marie-Gérin-Lajoie parce que c'était très important pour Robertine l'amitié. Ça fait qu'elle se sentait seule vraiment parce que les autres femmes canadiennes françaises qui écrivaient ne défendaient pas les idées féministes que Robertine avait défendues. Comme par exemple, Eva Circé-Côté publiait au début des années 1900, puis là je cite la biographe d'Eva Circé, qui est André Lévesque. Alors, elle écrivait des articles de la plus grossière misogynie. Eva disait ouvertement qu'elle faisait la guerre aux féministes. Mais Eva, ses idées ont évolué. Mais par contre, c'est seulement un peu avant la Première Guerre mondiale, avant 1914, qu'elle commençait à parler d'indépendance financière des femmes. Je veux faire une parenthèse ici pour dire qu'en mentionnant ce qu'écrivaient Madeleine et Eva Circé, je ne veux pas les rabaisser, je veux juste montrer à quel point les idées de Robertine étaient en avance sur celles des autres femmes, puis à quel point Robertine pouvait se sentir seule. Ça explique peut-être pourquoi Robertine a fait une dépression à la fin de sa vie. Le médecin lui a prescrit un remède, du laudanum, qui était un véritable panacée à l'époque. On l'utilisait même pour faire dormir les bébés. Robertine est morte avant que ses amis ne soient informés qu'elle était malade. La rumeur du suicide a circulé. Peut-être que c'est dû à une surdose de laudanum qui a causé la congestion cérébrale qui l'a laissée paralysée quelques heures avant sa mort. Je ne sais pas si la surdose de laudanum aurait été intentionnelle ou accidentelle. Je dis dans la biographie tout ce que je sais à ce sujet, mais je n'ai pas de certitude.
On a trouvé dans les papiers de Robertine cette phrase: « J'ai vécu la plus belle vie qu'une femme puisse rêver ». Au cimetière Côte-des-Neiges à Montréal, il n'y a aucune dalle qui indique exactement où elle est enterrée, mais quelqu'un m'a appris récemment qu'elle est désormais mentionnée dans le répertoire des personnalités notoires enterrées dans ce cimetière, avec d'autres personnages illustres tels que Émile Nelligan et Oliver Asselin, dont elle a été la marraine littéraire. Alors, en 1945, il y a une journaliste qui déplorait sur les ondes de Radio-Canada que Robertine n'avait pas gardé la place qu'elle méritait dans la mémoire des 2 générations qui ont suivi la sienne. Alors, en toute modestie, mais je ne suis pas si modeste que ça en réalité, je crois avoir contribué à ce qu'elle retrouve sa juste place dans notre mémoire collective. Lorsque j'ai publié sa bio en 2010, très peu de personnes savaient tout ce qu'elle avait accompli, puis toutes les idées qu'elle avait défendues, puis à quel point sa vie était jugée scandaleuse. Écrire les bios de Robertine Barry m'a demandé 4 ans de travail, 4 ans de recherche et d'écriture. Il n'était plus disponible depuis 2010 sur le marché parce que mon contrat avec mon éditeur était terminé. Alors, j'ai engagé quelqu'un pour faire le format numérique et puis je les ai réédités moi-même en les mettant à jour. Il y a une mise à jour qui a été faite. Le 8 mars 2021, j'ai reçu une lettre de la... Oups, je pensais que je l'avais. J'ai reçu une lettre de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui m'a informé que Robertine était désormais inscrite au registre du patrimoine culturel du Québec. Alors, elle est désormais reconnue comme personnage historique. Et puis, j'ai appris aussi qu'elle fait partie des 8 personnalités canadiennes qui pourraient se retrouver sur les billets de 5 $ de la Banque du Canada. Alors, il y avait quand même 600 candidatures qui ont été retenues. Le nom de Robertine figure. Je ne sais pas si elle va y être. On va le savoir plus tard. Alors, comme l'a mentionné Huguette au début de la conférence, j'écris aussi des romans historiques. Je vais parler pas plus de 5 minutes de mon dernier roman, Un souvenir, 1000 remords, alors qui a pour toile de fond la Deuxième Guerre mondiale. Je raconte la vie de 4 femmes, une Zigane qui vit à Paris. J'ai créé un personnage Zigane parce qu'on parle très peu du génocide Zigane qui a tué de 500 000 à 1 million de personnes. Il y a un mot d'ailleurs pour parler de ce génocide, c'est Samu Daripen. Et puis, cette Zigane-là sera enfermée dans un camp de concentration. Elle fera partie de l'Orchestre des femmes et sera enfermée ensuite dans le bloc des prostituées, qui était un sujet tabou. Dans beaucoup de musées de la guerre, on ne parle jamais du bloc des prostituées dans les camps de concentration. On commence à peine à en parler. Puis pendant longtemps, des historiens ont prétendu que les prostituées étaient libres de le faire, ce qui n'était pas le cas du tout. C'était des détenus qui étaient forcés de se prostituer. Alors, ce sont des femmes qui ont été sacrifiées et oubliées. Alors, pour faire un devoir de mémoire, j'ai voulu mettre en scène ce personnage-là. Et j'aborde aussi d'autres thèmes qui sont moins connus. Entre autres, comme on parle très peu des homosexuels, comment ils étaient traités dans les camps de concentration. Les 3 autres femmes sont des Québécoises. J'alterne d'un chapitre à l'autre, Québec-France, Québec-France. Alors, puis on voit à la fin le lien qui unit la Zigane aux Québécoises. Alors, pour ce qui est des Québécoises, c'est 2 filles et leur mère. Il y en a une qui travaille à l'école de bombardement et de tir de Sainte-Flavie, une école où l'on formait des mitrailleurs aériens. Elle se retrouve ensuite avec les filles mères à l'hôpital de la Miséricorde de Québec, où les conditions de vie des filles n'étaient pas aussi faciles qu'on serait tenté de le croire. Sa sœur travaille à l'Arsenal de Québec, qui est une usine d'armement, avant de s'engager dans le corps de santé royale de l'armée. Alors donc, je mentionne, moi, j'ai trouvé ça intéressant de parler de l'impact de la guerre ici au Québec.
entre autres les sous-marins allemands qui sillonnaient le fleuve, les moyens que les hommes prenaient pour éviter d'aller à la guerre, comme des médicaments qui augmentaient la fréquence cardiaque. Alors, quand ils passaient un examen médical, le médecin disait « vous n'êtes pas apte à aller à la guerre », puis bien d'autres choses dont je parle. Les héroïnes de mon roman sont des femmes fortes qui s'en sortent malgré les limites imposées aux femmes québécoises à l'époque. Ne pas signer de chèque, devait demander l'autorisation du mari pour ceci et cela. L'une de mes motivations quand j'écris des romans historiques, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le devoir de mémoire, mais particulièrement pour les femmes, j'aime bien montrer le chemin qui était parcouru. Puis pour ce roman-ci, j'ai voulu montrer aussi de quoi est fait une guerre, puis où peut mener le racisme. Ça me semble d'autant plus pertinent à l'heure actuelle. C'est un roman qui peut paraître sombre, mais j'ai voulu aussi mettre l'accent sur la façon dont on peut se sortir de périodes difficiles, comme notamment grâce aux liens d'amitié et d'entraide qui occupent une place importante dans mon roman, et grâce à l'art aussi, parce qu'il y a beaucoup de rescapés des camps de concentration qui ont dit que la musique que jouait l'Orchestre des femmes les avait beaucoup aidés lorsqu'ils étaient enfermés. Puis, j'ai voulu montrer aussi qu'on peut faire de nos blessures une force, mais que ce n'est pas toujours facile. Je n'ai pas fait montrer que c'était facile. Par exemple, il y a une de mes personnages qui va avoir le diagnostic du Takotsubo, qui est une cardiomyopathie qui est liée au stress. On peut communément appeler le syndrome Takotsubo, c'est communément appelé le syndrome du cœur brisé. Alors, j'en parle dans mon roman. Il y a une détenue aussi, une rescapée plutôt d'un camp de concentration, qui a dit que pour survivre, il avait fallu que sa mémoire se brise, qu'elle oublie ce qu'on l'avait obligée à faire à Auschwitz. Je parle aussi du stress post-traumatique des soldats. Et puis du silence qui a suivi la guerre. Les soldats qui sont revenus ici parlaient très peu de ce qu'ils avaient fait. Et puis souvent, ils ne reprenaient pas contact avec leur famille. C'est le cas de l'un de mes oncles qui m'a inspiré en partie l'un de mes personnages. Alors, c'est ça en gros. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous ai donné beaucoup d'informations en peu de temps. J'espère que vous avez aimé. On pourrait passer à la période de questions. Merci beaucoup. C'était tellement intéressant. On a la première question, en fait, de Ange Pasquini. Au moment de sa mort, est-ce que les funérailles de Robertine ont été religieuses? Oui, les funérailles étaient religieuses, oui. Oui, il y a un article dans les journaux, il y a des articles dans les journaux qui ont décrit ces funérailles, et puis oui. Puis il y a toutes les personnalités qui sont venues, il y avait beaucoup, beaucoup de monde à ces funérailles. Est-ce qu'il y a eu... J'ai éteint tous les micros, mais maintenant, vous pouvez les rallumer si jamais vous voulez poser vos questions de vive voix. Est-ce que vous avez entendu ma réponse? Oui. Oui, OK, c'est beau. Est-ce que Barry avec RRY et Barry BARIL, est-ce que c'est le même nom de famille? Est-ce que ça, dans le fond, généalogiquement, est-ce que ça... Je n'ai pas l'impression, non. Je n'ai vraiment pas l'impression, mais je ne peux pas l'assurer à 100%. Okay. Pour le moment, c'est tout. Il n'y a pas d'autres questions dans le... Comment est-ce qu'on peut poser une question? Comme ça. Non, j'aurais beau. J'ai adoré votre présentation. Merci. Vraiment. Et je vais acheter vos livres, et ne vous inquiétez pas. Mais j'ai trouvé qu'il y a à Montréal une rue Robertine Barry. Oui, tout à fait. J'ai aimé savoir où est-ce qu'elle a vécu.
Est-ce que ça... Elle a vécu au plateau Mont-Royal. Huguette pourrait vous en dire plus là-dessus. Huguette Loubert connaît plus le plateau Mont-Royal que moi, mais Robertine a demeuré, je mentionne le nom des rues dans ma biographie en note de bas de page. Il y a 900 notes de bas de page dans ma biographie, dans les 2 tomes de la biographie. Chic, alors. Et puis, ah oui, je veux vous dire, vous me disiez que vous vouliez vous les procurer. Ceux que j'ai qui sont mis à jour sont seulement disponibles sur Amazon pour Robertine, mais Un souvenir mille remords, lui, est disponible dans toutes les librairies. Mais c'est ça. Donc, les noms de rue, je sais que c'est dans les environs c'est sur le plateau Mont-Royal. Oui, sur la rue Saint-Denis, en fait. Oui, il y a la rue Saint-Denis, effectivement. Sur la rue Saint-Denis, à 2 endroits sur la rue Saint-Denis. Au premier endroit, c'était un peu plus, c'était à la hauteur c'est entre Mont-Royal et Marianne. Et par la suite, c'était en face du parc du Carré Saint-Louis. Parfait, merci. Et une autre question. Oui. Vers le début de votre présentation, vous avez parlé d'une musicienne qui s'appelait Nelligan. Oui, c'est la mère d'Émile Nelligan. C'est Émilie Hudon. Ah, Émilie, parce que j'ai cherché Émilie sur mon iPad et cherché Émilie Nelligan, mais non, alors il fallait demander ça. C'est Émilie Hudon Nelligan, oui. Ah, Hudon, ah bon. C'est la fille du premier maire de Rimouski, monsieur Hudon, oui. Moi, j'habite Rimouski, assez près de la maison où habitait Émilie. Merci, je laisse la place. Merci à vous. Il y a d'autres questions, merci. Merci beaucoup. Est-ce que... Attends, je l'ai perdu. Elle venait d'une famille irlandaise. Est-ce qu'elle parlait anglais? Oui, elle parlait. Elle était bilingue. D'ailleurs, elle traduisait des dépêches à la patrie. Elle était parfaitement bilingue, oui. Oui. J'ai vu que ce journal n'existait plus après 1977, quelque chose comme ça. Pardon? La patrie. On n'a pas entendu le début de votre question. Elle a travaillé à la patrie et puis on peut le retrouver sur le site de BANQ, Bibliothèque et Archives nationales. Oui. Le journal de Françoise, Robertine a fondé le journal de Françoise qu'on peut retrouver aussi sur le site Bibliothèque Archives nationales. Puis en plus de ses écrits, est-ce qu'il y a un fonds d'archives pour Robertine Barré ou ces documents sont dispersés? Les documents sont dispersés. Okay. Il y a un fonds, en fait, il y a un fonds sur la Côte-Nord, mais ce qu'il y a dans ce fonds, c'est quelques lettres et puis des photos. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est dans différents fonds d'archives et puis c'est noté dans toutes mes notes de bas de page, les lettres qu'elle a écrites, dans quel fonds d'archives je les ai trouvées. Alors, comme elle a quand même dû avoir assez d'influence si avec une autre femme, elles ont été envoyées à Paris pour la grande exposition en 1900. Oui. Ben, comme je le disais tout à l'heure, on avait écrit dans les journaux que c'était la femme la plus remarquable du Canada français. Alors, c'est sans doute pour cette raison. Puis, elle était sollicitée, elle était connue. C'est sûr qu'il y en avait qui la portaient au nu, mais il y en a d'autres qui la détestaient. Mais c'est sûr que c'était une femme qui était bien vue dans la société, par certains, par l'élite. Oui, c'est ça. Non, mais c'est très intéressant de penser qu'à cette époque-là, avec tout, on savait déjà un peu l'histoire de cette époque-là, mais qu'elle a été quand même, elle doit avoir eu quand même assez de personnes qui reconnaissaient sa valeur. Oui, mais ça a été long, hein, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Mais elle avait une vie tellement courte. Elle est morte à 47 ans. 46 ans. C'est tragique. Hein? Ah, c'est tragique. C'est très, très court. C'est une vie très courte, mais c'est une vie remplie aussi. Elle a voyagé beaucoup. Elle est allée souvent en Europe. Elle a voyagé à travers le Canada. Elle est allée aux États-Unis. Elle a une vie. J'ai vraiment hâte de lire votre livre. J'espère que vous allez l'aimer. Moi aussi.
Mais qu'elle ait pu dire à la fin que sa vie avait été... Qu'est-ce qu'elle a... Elle a dit, j'ai vécu la plus belle vie dont une femme puisse rêver. Non, mais vraiment, ça, c'est quelque chose. Hein, Ah quand oui, oui. J'ai une question. Je me Oui. demande la relation qu'elle avait avec sa mère et avec... quelle relation elle avait avec sa mère? Je présume qu'elle était bonne puisqu'elle a vécu avec eux tout le temps. Donc, j'imagine que ça allait bien. Puis sa mère, c'était une femme frondeuse aussi. Le curé, le curé de Les Escoumins lui avait dit, parce que dans ce temps, elle avait une robe à crinoline, et puis elle était entrée dans l'église avec des amis, avec sa robe à crinoline, puis le curé l'avait réprimandée. Et puis, elle s'était levée, et puis elle était sortie de l'église, et puis John Barry, le lendemain, avait usé de son pouvoir pour que le curé soit renvoyé de la paroisse. On appelait ça l'affaire crinoline. C'est incroyable, surtout de la part d'Irlandais, parce que Oui, tout à fait, qui était catholique, oui, tout à fait. Mais sa mère ne s'en laissait pas imposer du tout. Je pense que Robertine a hérité pas mal du caractère de sa mère. Elle devait bien s'entendre. Et parmi les femmes du commun, est-ce qu'elle était connue parmi les ouvrières, parmi les ménagères? Est-ce que c'était oui, tout à fait. Connue? Parce que c'est étonnant qu'elle ait complètement disparu comme ça de l'histoire publique. Oui, Là. j'ai oublié de le mentionner. En 1946, il y a une très, très petite biographie, très petite, là, et qui s'est basée sur... cette femme-là a eu accès au journal intime de Robertine. Et puis, cette femme-là qui a écrit cette biographie-là, c'est Renée Desormes. Elle enseignait. Puis elle disait que ça lui faisait du bien de lire les chroniques de Robertine parce qu'elle trouvait son métier très difficile. Le métier d'institutrice de campagne n'était pas un métier facile. Alors, elle disait que ça lui faisait du bien. Et puis, elle disait, il y a une chose, par exemple, au début, c'est elle qui dit ça, Renée Desormes, elle disait qu'au début, Robertine était pas méprisante, mais que parfois, lorsqu'elle interviewait certaines personnes avaient eu l'impression qu'elle riait d'elle. Mais il faut dire que Robertine avait beaucoup, beaucoup d'humour. Alors, peut-être que c'est un jugement, mais il paraîtrait que ça a changé au fil des ans. Mais oui, elle était lue par des femmes qui avaient accès aux journaux, évidemment, hein, puis qui savaient lire, parce que comme j'ai dit tantôt, le taux d'analphabétisme était assez élevé au Québec. Et parmi les syndicats, parce que je sais que, en tout cas, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait quand même un début de syndicalisme, notamment chez les ouvrières, etc., en partie associé à toute l'immigration juive. Oui. Est-ce qu'elle était connue? Est-ce qu'elle était... Ça, je ne sais pas. Je n'ai rien trouvé là-dessus. Je sais par contre qu'elle défendait beaucoup les conditions, les femmes dans les manufactures. C'est la raison pour laquelle elle a été nommée inspectrice des manufactures. Mais ses liens avec les syndicats, j'ai rien lu là-dessus. Absolument rien. Pourtant, j'ai tout lu ce qu'a écrit Robertine. Et comment se fait-il qu'elle ait été oubliée? Quelle est votre opinion là-dessus? C'est que moi, ce que j'ai lu au départ, c'est que elle travaillait. On la présentait de façon assez banale, un peu insignifiante, entre guillemets. Elle travaillait dans les pages féminines. Elle n'avait rien accompli. Puis moi, c'est le hasard, c'est un drôle de hasard qui m'a amenée vers elle. C'est que j'avais été invitée à Radio-Canada pour parler de mon roman Marie-Major. Et puis, à la fin de l'entrevue, l'animatrice m'a dit, j'aimerais ça que, c'était Radio-Canada Rimouski, elle m'a dit, j'aimerais que tu reviennes pour parler d'une femme exceptionnelle de la région. Alors, j'ai commencé, le lendemain, je devais aller à la librairie de livres anciens de Rivière-du-Loup.
Et puis, c'est vraiment drôle ce qui est arrivé. C'était une librairie où il y avait tellement de livres. J'ai tiré sur une étagère qui était en haut de moi pour prendre un livre. Et puis, c'est la biographie de René Deshommes qui m'est carrément tombée sur la tête. Wow! Alors, Wow! on ne pouvait pas trouver. On ne pouvait pas trouver une meilleure coïncidence. Alors, je On l'ai va dire que acheté. c'est Dieu qui vous a influencé, mais peut-être les fantômes de cette époque-là. Peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai acheté la biographie. Et puis, comme je disais, il n'y avait pas beaucoup de choses là-dedans, mais ça a piqué ma curiosité parce qu'elle est née à l'île Verte, donc c'était une femme de la région. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches, puis j'ai vu qu'il y avait des mémoires de maîtrise qui avaient été écrites, dont le thème était les femmes journalistes. Alors, je suis allée à l'UQAR et puis j'ai commencé à lire ça. Et puis, j'ai vu que, wow, elle avait fait plus qu'écrire dans les pages féminines. Alors, de fil en aiguille, j'ai fait plus de recherches. Ça a duré presque 4 ans de recherche. Et puis, bon, ça a donné la biographie en 2 tomes. Ah, super. Puis on peut la voir seulement sur Amazon, c'est ça? Oui, celle que j'ai auto-publiée, oui, sur Robertine, oui. Mais elle est mise à jour, par contre. L'ancienne n'est plus disponible en librairie, elle est épuisée. Elle est épuisée comme moi je l'étais quand j'ai terminé le travail pour écrire la bio. Est-ce que le livre, c'est parce que je n'aime pas trop Amazon pour des raisons Oui, techniques. je comprends. Ben, moi aussi, je préfère les librairies indépendantes. Tous mes autres livres sont dans les librairies indépendantes. Mais étant donné que moi, j'ai essayé de trouver un éditeur après 2010, quand mon contrat était terminé avec les éditions Trois Pistoles qui avaient des problèmes financiers. Alors, c'est ça, mais je n'ai pas trouvé d'éditeur parce qu'on me disait, bon, c'est un gros livre, la promotion a déjà été faite. Il y avait eu une très bonne promotion qui avait été faite en 2010. J'avais été à l'émission Joël Le Bigot. En tout cas, la promotion avait été bonne. Donc, un éditeur, c'était moins tentant pour lui de reprendre la biographie. Alors, étant donné que je n'en trouvais pas, j'ai décidé de le faire moi-même, de faire la mise à jour, de payer quelqu'un pour la version numérique, et puis c'est ça. Mais je comprends vos réticences, tout à fait. Mais je viens de regarder sur chez, est-ce que vous connaissez Abe Books? C'est aussi, on peut commander des livres parce que je déteste Amazon. Mais Okay. Abe Books, c'est les livres qui viennent de partout. On cherche un livre. OK. C'est des livres anciens, ça, non? Non, pas forcément. Ça s'écrit comment? E-books, e-books? AB Books. Comme Abe Lewis, comme Abe Lincoln. ABE Books. OK. Et vous voyez, et les prix sont souvent très, très bons. Et ça coûte, on paye le livre et on paye le transport. Et là, ça m'étonne parce que... Moi, j'aimerais revenir sur votre question. Comment ça se fait qu'elle a été oubliée complètement? Ma compréhension, c'est que l'Église a dominé le Québec jusqu'à assez récemment. Hein? C'est Oui. 60, là, c'est hier. Et puis, vu que l'Église la détestait, puis détestait tout ce qui était le travail féministe, Oui, tout à fait. et contrôlait aussi les médias jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je suis pas mal certaine que ça a eu un impact sur Oui, elle tout à est tombée fait. dans l'oubli. Oui, tout à Comme fait. beaucoup d'autres femmes d'ailleurs. Oui, elle est tombée dans l'oubli, certainement à cause de ça, vous avez raison. Mais par contre, quand on a commencé à parler d'elle, on n'a pas parlé d'elle en faisant une recherche approfondie, de sorte qu'on disait qu'elle avait travaillé dans les pages féminines. Puis même encore aujourd'hui, j'entends des gens, des femmes l'associer aux premières féministes qui faisait partie de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, alors que ses idées, à elle, étaient beaucoup en avance. C'était une féministe qui défendait les droits des femmes, ce que ne faisait pas la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Puis il y a encore des historiens, des historiennes qui le disent actuellement. Alors, c'est très difficile de défaire une image qui a été faite. On la voyait comme travaillant dans les pages féminines et tout ça. C'est très difficile de défaire. C'est pour ça que moi, au départ, c'était un roman que j'avais écrit. Il avait été envoyé chez un éditeur, puis il avait été accepté. Et puis, j'ai changé d'idée parce que je me suis dit, avec un roman,
on va dire que j'ai exagéré. Alors, j'ai recommencé et puis il est écrit comme un roman, c'est-à-dire que j'ai voulu que ça coule et tout ça, mais j'ai plus de 900 notes de bas de page. C'est-à-dire que ce que je dis est étayé, puis on sait où je l'ai pris. Je ne l'ai pas inventé. Alors, c'est ça. Donc, c'est ce qui conclut la conférence de ce soir. Huguette, je ne sais pas si tu avais un petit mot à ajouter pour la conclusion finale. Je voudrais d'abord remercier énormément Sergine parce que c'est toujours, même si j'ai lu ses livres déjà, j'ai écouté ses conférences et tout ça, j'ai toujours tellement de plaisir à retrouver Robertine Barry. Et merci, tu es vraiment une très, très bonne conférencière. Ben, merci de m'avoir invité. Merci C'est beaucoup. vrai. Hein.